sans tarder cette première réunion de notre commission d'enquête. Comme indiqué lors de la commission, de la réunion constitutive de notre commission, nos premières auditions seront consacrées à la genèse de l'autoroute A69. Pour en comprendre évidemment un problème politique, il faut évidemment en saisir les racines et en l'espèce, celle-ci remonte aux années 1990. Je souhaite donc, avant tout propos, bien la bienvenue à Monsieur Marc Sancy, qui, je le rappelle, a été président du Conseil régional de Midi-Pyrénées de 1987 à 1998, qu'il siégeait au Conseil régional depuis 1974 et qu'il a été maire de Rodez. Je souhaite également la bienvenue à Monsieur Martin Malvy, qui a été président du Conseil régional de Midi-Pyrénées de 1998 à 2015, conseiller général du Lot, maire de Figeac, mais également député et ministre. Je souhaite enfin la bienvenue à Monsieur Dominique Perben, qui exerce aujourd'hui la belle profession d'avocat, qui fut maire de Chalon-sur-Saône, député et ministre, notamment des transports, sujet qui va nous occuper dans le cadre de cette commission d'enquête. Je souhaite également la bienvenue à Monsieur François Philizot, ancien préfet, notamment du Tarn, et qui a également exercé diverses responsabilités au titre de l'aménagement du territoire et qui Putain, ça préside marche pas ou quoi? actuellement le Ouais, mais comité je vais aller chercher ton d'orientation de frère. l'Observatoire des territoires. C'est trop beau ce que tu joues, hein. Madame Lacan, il faudrait que vous coupiez votre micro, s'il vous plaît. Pardon. Je souhaite également la bienvenue à Monsieur Marc Papinutti, qui est actuellement président de la Commission nationale du débat public, antérieurement membre des cabinets de Monsieur Jean-Louis Borloo, de Madame Elisabeth Borne et de Monsieur Christophe Béchu, et qui exerçait de nombreuses responsabilités dans le secteur des transports routiers et fluviaux. Messieurs, je vous remercie sincèrement d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez tous, au cours de l'exercice de vos mandats et de vos vies professionnelles, travaillé à des moments clés de l'histoire de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Aussi, nous souhaiterions savoir comment vous avez perçu, appréhendé ce dossier. Vous avez aussi également, il nous semblait indispensable que vous puissiez nous informer de la manière dont vous avez considéré qu'il était indispensable de désenclaver ce territoire, le sud du Tarn en l'espèce, et par quels moyens vous aviez envisagé cette solution. Je pense qu'il est aussi également important que notre commission eh bien, soit informée du processus administratif et politique qui a abouti à la réalisation du chantier de l'autoroute A69. Je me permets de rappeler que notre audition est publique, qu'elle est retransmise sur le portail de l'Assemblée nationale. Et donc, messieurs, je vais vous soumettre à quelques formalités au titre de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, en vous demandant préalablement de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et de dire évidemment, je le jure. Dans l'ordre et successivement, je vais le demander à Monsieur Sanzy. Est-ce que Monsieur Sanzy est toujours avec nous? Il nous a quittés. Non, il est là. Il est toujours là. Il est bien là. Monsieur Sanzy, si vous pouviez, voilà. Oui. Bah, Voilà. Je sais que c'est un peu formalisme comme demande, mais dans le cadre des commissions d'enquête, nous sommes je- obligés de vous demander de prêter serment, donc de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et si vous pouviez, voilà, de dire je le jure, ça nous permettrait, voilà, de satisfaire aux exigences de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 58. eh bien, je jure. Merci, Monsieur Sancy. Monsieur Malvy, les aléas de la vie. Monsieur Malvy est-il avec nous? Monsieur Taguet, il a perdu Monsieur Malvy. Non, il est là. Il est là. Attendez. Bon, le temps qu'il revienne, je vais demander tout cela à Monsieur Perben, Je le jure. Monsieur Philizot Je le jure. et Monsieur Papinutti. Je le jure. Bien. Est-ce que Monsieur Taillet, vous estimez que nous pouvons poursuivre? Est-ce que nous attendons que Monsieur Malvy se reconnecte? Monsieur Malvy se reconnectera, vous lui demanderez de...
Très bien. Donc, merci, messieurs. Je vais évidemment, comme il est d'usage, donner la parole à notre rapporteure, Madame Christine Arrigui, en rappelant que successivement, elle pourra vous poser des questions, ainsi que l'ensemble des membres de cette commission. Voilà, je lui laisse la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Tout à fait désolé de ne pas de parler à visage Zoom couvert, mais c'est vraiment indépendant de ma volonté. Alors, je vais intervenir brièvement. Donc, je remercie évidemment notre invité de ce jour d'avoir accepté de venir devant nous pour nous éclairer sur les motivations qui ont animé le projet d'élargissement de la route nationale entre Toulouse et Castres, et puis surtout de nous expliquer comment l'on est passé d'un projet d'élargissement à un projet d'autoroute, et y compris nous expliquer le pourquoi de la lenteur de ce processus, puisque 13 ans se sont écoulés entre l'idée de cet élargissement et celui de l'autoroute. Alors chacun ici en voit bien la nuance. L'élargissement d'une route s'effectue sur crédit d'État, en règle générale dans le cadre d'un contrat plan État-région, payé par les impôts du contribuable et donc sur un principe de solidarité. La route est en contrepartie gratuite. Et il convient bien entendu que l'État respecte ses engagements chaque année en loi de finances. Et d'ailleurs, route gratuite, ce qui est bien le cas de l'élargissement de la nationale 126 avec le contournement de Soile et de Puylaurens. Alors, il en va différemment, vous le savez, d'une autoroute concédée. Là, l'État se dégage en grande partie de la charge financière du projet, et ce sont les usagers qui, en s'acquittant de leur péage, assument le coût de l'infrastructure. Notre audition de ce jour intervient alors que le Parlement s'est interrogé à plusieurs reprises sur l'économie des concessions d'autoroutes. Je fais ici référence à un récent rapport du Sénat et à l'examen dans le projet de loi de finances qui est devenu la loi de finances du dispositif gouvernemental de taxation des grandes infrastructures de transport financées principalement le transport collectif. D'ailleurs, si nous avions eu à voter, nous aurions approuvé cette proposition. Nul n'ignore en outre que le chantier de l'A69 suscite de vives inquiétudes et protestations d'ordre environnemental et social. Et vous le savez aussi, depuis les années 90, les temps ont changé. Et à mon sens, il est difficile d'analyser ce projet avec le regard et l'analyse qui pouvait exister à l'époque sans tenir compte de toutes ces implications. Alors, plus complexe, j'en conviens, qu'à l'époque où il a été envisagé. Donc, notre audition nous sera donc très utile pour comprendre la genèse de la 69. Je vous ai envoyé à ce titre un questionnaire que j'ai souhaité en toute transparence communiquer à l'ensemble des membres du groupe de telle sorte qu'ils puissent savoir les questions qui vous sont posées et donc lorsque vous allez faire ces réponses, à quelles questions elles se rapportent. Et bien entendu, ils seront conviés à poser eux-mêmes leurs propres questions. Alors, je vous remercie de bien vouloir transmettre à la commission, en complément de ce que vous direz aujourd'hui, tout élément de réponse écrite ou d'analyse que vous jugeriez par ailleurs pertinent. Donc, j'arrête ici et puis je reprendrai la parole si nécessaire après vos interventions. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame la rapporteure. Peut-être je vais donner la parole à nos intervenants, en commençant peut-être par Monsieur Sanzi, s'il en est d'accord. D'accord. Oui. Vous Bon, écoutez, d'abord, pour confirmer ce que j'ai dit à Monsieur Taillet, euh, je n'ai de cette période qui est maintenant lointaine que quelques souvenirs d'impression, des impressions, mais je ne me souviens pas des actes administratifs ou des délibérations qu'aurait pu prendre la région. Simplement, à l'époque, les premières sollicitations, me semble-t-il, on les doit à Pierre Fabre, le président des laboratoires Fabre qui est à Castres, hein, ainsi que de Jacques Limousin, qui était le maire de Castres à l'époque, et qui, à plusieurs reprises, avait pris contact avec moi pour insister sur le désenclavement du sud du Tarn, et donc en particulier mettre en deux fois deux voies peut-être au début, mais très vite on a parlé d'une autoroute entre Castres et Toulouse. Voilà, c'est à peu près la totalité de mes souvenirs de l'époque. Je suis désolé de ne pas être plus précis, mais
Si je vais plus loin, je risque de dire des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Voilà. Très bien. Merci, monsieur Sanzi. Peut-être donner la parole à monsieur Martin Malvy, s'il est bien présent. Non, il n'est pas présent. Monsieur Martin Malvy. Monsieur Taillé. Je m'excuse, hein, je vois un dénommé monsieur Martin dans le cadre de la visio. Peut-être- Il y a également le portable de Monsieur Martin Malvy. Monsieur Malvy, vous nous entendez ou pas? Il semblerait pas. Bon, ok, je vais l'appeler. Oui. Ouais. Ah, vous nous entendez, Monsieur Malvy? C'est Vous bon. m'entendez? On Oui, vous ça entend. y est, on vous entend, monsieur Malvy. Ah, ben écoutez, moi je ne vous vois pas, mais il y a un progrès notable On vous entend. que je ne fais que ça depuis un moment, hein. Alors, C'est- Bon, Nous vous entendons, c'est l'essentiel peut-être. Monsieur oui, Malvy, peut-être on se merci. réfère Vous m'entendez? à une exigence donc, de l'ordonnance du 17 novembre 1958, où je vous demandais de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, en disant Je jure de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. merci, monsieur Malvy, nous vous écoutons. Écoutez, j'ai lu il y a quelques jours, je lisais le rapport de la commission d'enquête de la commission développement durable et aménagement du territoire sous la signature de Madame Ténia, et je pense qu'elle résume assez bien en deux mots ce que je pourrais vous dire ou ce que je vais vous dire, parce que elle rappelle que le vice-président de la région qui a été entendu par cette commission, qui est en charge des mobilités, a fait état à plusieurs reprises de son accord avec le projet présidente, il parlait au nom de la présidente, à plusieurs reprises de son accord avec le projet pour rééquilibrer le territoire régional. Je ne crois pas qu'on puisse aborder ce sujet, le sujet de la liaison Toulouse-Castres, si on ne fait pas, si on ne saisit pas le dossier A69 dans son intégralité, c'est-à-dire dans son environnement, dans son espace. Si on ne regarde pas la géographie de Midi-Pyrénées d'abord, si on ne constate pas les retards en matière de communication de cette région, que ce soit en transport routier ou en transport ferroviaire. Et par ailleurs, quand on fait commencer l'historique en 90 ou en 94, je crois qu'on commet une légère erreur. Là aussi, il faut remonter plus loin. C'est ce que vient d'évoquer en quelque sorte Marc Sancy. À l'époque où Jacques Limousin, qui a été maire de Castres de 71 à 77 et de 89 à 95, qui a été membre des gouvernements Giscard et Pompidou, le sujet était déjà sur la table. C'est donc une vieille histoire d'ailleurs, comme très souvent lorsqu'il s'agit d'infrastructures routières. Alors en 98, quand je succède à Marc Sancy, mon projet, moi, en termes de communication, et je rejoins ce que disait le vice-président devant la commission environnement, mon projet en termes de communication se résume à relier la métropole aux 7 chefs-lieux de département et au bassin d'emploi de Castres-Mazamet par des relations routières et ferroviaires sécurisées, que ce soit le fer ou que ce soit la route. J'ai là, quand j'arrive, mon expérience de maire, qui m'a profondément marqué, qui m'a toujours marqué. Je me souviens du mois d'août 85, quand dans mon bureau de maire à Figeac, le préfet m'appelle pour me signaler que 2 trains de voyageurs viennent de se heurter de plein front sur la voie unique à Flaujac. La catastrophe de Flaujac, certains s'en souviennent, c'est à 20 km de Figeac. C'est le chef de gare d'Acier qui a laissé partir le train en oubliant que les horaires avaient été modifiés. C'est lui qui appelle la préfecture pour dire qu'une catastrophe va se produire. Il y a 35 morts, il y a 91 blessés. Moi, j'y serai avant l'arrivée des ambulances. Et là, je constate qu'il n'y a aucun moyen de communication entre un train et la gare. Une fois que le conducteur est dans le train, il est totalement isolé. Il n'y a aucune mesure de sécurité. Et le deuxième incident, à la même époque à peu près,
C'est un poids lourd qui dévale, déboule dans Figeac, qui s'encastre dans la maison de la presse après une rupture de frein. Et là où les Figeacois discutent très souvent après avoir pris leur journal, le poids lourd rentre dans la maison de la presse. Il y a un blessé grave, un type qui doit être amputé. Donc, améliorer les liaisons routières, c'est ce que nous voulons faire avec l'État d'ailleurs, dans le cadre des contrats de plan et puis du PDMI. C'est 2000-2006, c'est 2007-2015 et c'est 2015-2022. Moi, je quitte la région fin 2015. Alors, je voudrais insister parce que, franchement, il faut prendre la dimension de cette région avant d'évoquer des problèmes particuliers, même si ces problèmes existent. Sur les routes nationales et le réseau transféré, nous avons, pendant que moi je présidais la région, nous avons ouvert plus de 500 millions d'euros d'autorisation de programme dans le cadre des contrats de plan, la région. Et dans le cadre du plan rail, le plan rail qui était le plus important de France, que nous avons signé avec l'État, et en comprenant le renouvellement du matériel roulant, c'est 1,220 milliard qui ont été engagés par la région. C'est-à-dire 3 fois plus pour le rail que pour la route, pour améliorer et sécuriser les liaisons de proximité. Il faut dire qu'en 1999, un bureau d'études suisse, d'ailleurs, que nous avions sélectionné, nous avait rendu un rapport extrêmement précis intitulé « Un réseau en fin de vie ». Et lorsqu'on a inauguré le plan rail, le chantier du plan rail, nous l'avons fait dans une petite commune qui s'appelle Bagnac-sur-Célé, et nous l'avons fait là pour permettre à une carrière locale de fournir le ballast et donc d'éviter le transport du ballast en camion depuis, y compris l'étranger, le sud de l'Europe. Et le président de Réseau Ferré de France est tombé en arrêt devant la fixation des rails. En plusieurs points, il n'y avait plus que 2 boulons sur 4. Il m'a dit, je n'ai jamais vu cela. Voilà, sur le réseau routier, je ne vais pas être trop long, mais je veux pousser un petit peu l'explication du territoire. Sur le réseau routier, avec les contrats de plan, nous avons entre 2000 et 2015 conduit les opérations en concession sur Toulouse-Tarbes, sur Toulouse-Tamier, sur Toulouse-Montauban, et hors concession sur les périphériques toulousains, avec la déviation de l'Ecvin, sur la 124 Véroche, avec la déviation de l'île Jourdain, sur la RN 88 en direction de Rodez, après Albi, sur les déviations de Saint-Jean-de-la-Motte et de Baraqueville, avec l'achèvement de la liaison Toulouse-Albi, la rocade d'Albi, la mise aux normes du tunnel de Foix, la mise à 2 fois de voie de Tarascon-Pamiers et entre autres les déviations d'Ax-les-Thermes, de Cambes et d'Adé dans les Hautes-Pyrénées. Alors pour ce qui est de Castres, j'en viens à Castres, avec la mise en service de l'A68 en 93 et la bretelle de Verfeil en 96, restait Verfeil, puis Laurence, Soile et Soile-Castres. Et Toulouse-Castres, la liaison Toulouse-Castres, est sur le plan accidentogène dans la moyenne haute. Donc, notre plaidoyer, il est de considérer le bassin d'emploi de Castres-Mazamet, qui est le second bassin d'emploi de Midi-Pyrénées, comme l'équivalent d'un chef-lieu de département. Le problème, c'est qu'en 2003, passons sur 90, sur 94, en 2003, l'itinéraire est classé Grande liaison d'aménagement du territoire au SIAT du 19 décembre. Et en 2006, 3 ans plus tard, toujours en SIAT, c'est le gouvernement qui décide que les volets routiers du CPER seront planifiés selon une logique d'itinéraire au titre désormais des PDMI, et l'État émet l'hypothèse, première fois, d'une réalisation accélérée dans le cadre d'une concession autoroutière pour Toulouse-Castres-Mazamet. Alors vous connaissez la suite.
qui débouche en février 2009 sur un débat public. La contribution de la région est claire, elle est sans ambiguïté. Nous réitérons notre demande d'inscription de l'aménagement en 2x2 voies de la RN 126, comme Albi-Rodez ou comme Toulouse-Auch. Et puis, il y a une décision ministérielle qui tombe le 25 juin 2010 et qui clôt le débat. Le choix gouvernemental, c'est la route en concession. Donc en 2014, la région finira par valider. Je peux vous communiquer, si vous ne l'avez pas, mais vous devez l'avoir, les cahiers d'acteurs sur nos réserves en 2007. En 2010, la région finit par valider, mais non sans écrire que s'agissant d'une route nationale, elle estime qu'il appartient au gouvernement d'assurer cette mission à laquelle elle est prête à s'associer. Et je souligne dans la délibération que la procédure de mise en concession est un facteur d'inégalité des territoires, qu'elle risque de conférer un caractère aléatoire et lointain au projet, alors même qu'il n'est pas démontré qu'une réalisation au titre des PDMI prendrait plus de temps. Et la région, à ce moment-là, renouvelait son appel pour que, sans attendre, l'aménagement de la 126 soit intégré dans la liste des priorités établies par l'État au titre des PDMI. Pour moi, c'était la même position que j'avais soutenue dans les années 80, alors que je défendais l'aménagement de la RN 20 entre le sud de la Corrèze et Montauban, en LACRA, en 2x2 voies État, ce qu'elle était au nord de Brive. Mais à l'époque, la région avait été consultée pour décision et j'avais été battu d'une voix. Nous n'avons pas, j'ai vu ça dans les questions qui peuvent être posées, nous n'avons pas été consultés. On n'a pas été consultés, on ne nous a pas demandé si on voulait pas. Ou on ne nous a pas dit que notre décision pouvait faire un choix, décider d'un choix. Nous n'avons pas été consultés sur le dossier d'A69, si ce n'est bien entendu, dans le cadre de la consultation globale, en 2007, nous avons été associés avec les autres collectivités pour les clauses de versement de la subvention de la région, mais pour les clauses, non pas sur le contrat de financement. Et les services de la région, si mes souvenirs sont bons, ont participé à une réunion d'information sur les offres anonymisées, sans avis à donner sur le choix du délégataire. Donc en termes financiers, en termes juridiques, nous n'avons eu connaissance d'aucun document. Donc nous n'avons pas eu le choix en réalité, l'objectif était partagé par tous. Par contre, je pense qu'il faut relativiser les problèmes posés aujourd'hui. Une desserte ferroviaire, si on veut la doubler, ça pose problème environnemental assez traumatisant parfois. Mettre une route à 2 voies, n'importe laquelle, 2x2 voies, ça le fait aussi. Autrement dit, il n'y avait aucune alternative, comme l'a indiqué l'actuelle présidente de région. C'était la fin d'une longue démarche qu'il faut restituer dans son périmètre midi-pyrénéen de l'époque. Bon, il en serait différemment, je pense, évidemment, si la décision était à prendre maintenant, l'État ne la prendrait pas, sans doute. Elle a été prise il y a plus de 20 ans, en réalité. 200 millions de travaux ont été réalisés, d'après ce que je sais, les ouvrages d'art, tout du moins certains, les procédures sont achevées. Ce n'était pas le meilleur choix, je continue à le dire, mais c'était le seul à limiter quand même pour l'exemplarité, puisqu'il concerne 0,6% du réseau concédé en France. Ça n'enlève rien aux préoccupations environnementales, je le dis tout de suite, mais l'A69, c'est 0,6% du réseau national. Midi-Pyrénées, c'est 1,5 fois la Belgique. Enfin, c'était 1,5 fois la Belgique en dimension. Et ce ne sont que 440 km d'autoroute concédés, c'est-à-dire 5% du réseau national.
Ce qui veut dire que lorsque cette opération va s'achever, la partie l'ex-Midi-Pyrénées représentera 5,6% du réseau autoroutier national. Alors, je ne veux pas enlever aux problèmes qui se posent ou qui peuvent se poser, à l'interprétation qu'en font les uns les autres, mais il m'arrive de trouver que arriver à tant de débordements, parfois tant de haine, tant de colère, pour un sujet qui est décidé il y a 20 ans, qui représente un impact de 0,6% du réseau, alors que si on veut parler, et je suis un fervent défenseur de la non-imperméabilisation des sols ou de l'imperméabilisation zéro, il y a tant de chantiers, il y a tant de projets, il y a tant de sujets. Donc, je suis profondément, intérieurement, je trouve que notre époque est curieuse, elle me dépasse. J'ai un âge dépassé maintenant devant tant d'agressivité sur un sujet qui est réel, mais qui est un sujet d'une autre époque qui ne reproduirait pas aujourd'hui et qui est quand même limité dans sa dimension. Je répète, 0,6%, 5,06% pour la région, le territoire qui représentait une fois et demie la Belgique. 440 km d'autoroute. Voilà ce que je pouvais vous dire en essayant de me rafraîchir la mémoire. J'y ai pensé depuis que vous m'avez appelé. Merci, monsieur Malvy. Peut-être en suivant, donner la parole à monsieur Dominique Perben. Monsieur Dominique. Volontiers. Vous m'entendez? Parfaitement. Parfait. Ben, écoutez, d'abord, merci de m'avoir invité. Vous me permettrez, Monsieur le Président, de saluer un peu spécialement Marc Santi, Martin Malvy et Monsieur Papinutti, et tous les trois avec qui j'ai eu le bonheur de travailler, de réfléchir, de discuter dans ces temps qui deviennent un peu anciens maintenant. Mais je le fais bien volontiers avec beaucoup de cordialité. Nous en faisons autant. J'ai de bons souvenirs avec eux. Donc, je rappelle, mes responsabilités ministérielles, c'était entre 2005 et 2007, donc un petit morceau, mais un morceau, je crois, important, effectivement, dans le processus de décision sur ce très long dossier. Alors, moi, je voudrais revenir d'un mot sur une des choses qu'a souligné le président Malvy, c'est que à cette époque, nous étions très préoccupés les uns et les autres, chacun dans nos responsabilités respectives, par l'équilibre du territoire, bien entendu, et en particulier à faire en sorte que la grande métropole toulousaine puisse, j'allais dire, être en relation avec les villes moyennes de la région pour essayer d'avoir un développement équilibré et non pas trop concentré sur l'agglomération toulousaine. Et donc, c'est dans cet esprit un peu général que se situe le débat sur la question du sud du Tarn, qui effectivement avait des potentiels économiques, avait des réalités industrielles importantes. On a parlé du groupe Fabre tout à l'heure, mais qui avait besoin d'être un peu conforté en termes d'aménagement du territoire par l'amélioration de ses liaisons avec la grande agglomération toulousaine. Donc ça, c'est le cadre dans lequel se situait le débat sur l'amélioration de la liaison routière. Autant que je m'en souvienne, à l'époque, la question était de savoir comment accélérer les choses. Alors, on peut en sourire aujourd'hui, compte tenu du temps que tout cela a mis, mais la question, c'était de savoir comment on pouvait accélérer les choses. Et compte tenu de la rareté des moyens financiers, et les temps sont... rien ne change au fil du temps, il était apparu assez rapidement à mes conseillers, à mes interlocuteurs, aux élus que je pouvais rencontrer, aux responsables économiques, qu'une des hypothèses à examiner, c'était le passage en concession pour pouvoir accélérer les choses. Cela nécessitait bien entendu une double étude que j'avais demandé au service, à la fois juridique et financière. Juridique parce que vous le savez, pour passer en concession une liaison, il faut qu'il y ait en particulier un itinéraire alternatif non payant. Donc, il faut évidemment que la liaison concédée s'intègre dans un ensemble de relations routières qui soit satisfaisant. Et puis, la dimension financière, bien entendu, c'est de savoir si une concession était crédible,
même si on tenait compte de la possibilité d'avoir des concours financiers publics pour équilibrer le projet. Et donc cette double étude a été faite, je ne m'en souviens pas de façon précise, je sais qu'elle a eu lieu simplement, et nous avons été amenés, enfin j'ai été amené à décider du principe effectivement d'une mise en concession de cette liaison de l'A69 pour que les choses se fassent le plus vite possible et qu'ainsi on puisse conforter les possibilités de développement économique d'une part et puis de liaison satisfaisante aussi pour la population entre l'agglomération toulousaine et le sud du département du Tarn. Voilà les souvenirs que j'en ai, mais je suis prêt bien sûr ultérieurement à répondre aux questions que les membres de la commission voudraient me poser. Merci, Monsieur Perben. Peut-être Monsieur François Philizot, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Vous me permettrez de faire appel à mes souvenirs plutôt de conseiller technique puis de directeur à la DATAR dans les années 90 et début du siècle, que de préfet du Tarn en 2007, même si nous pourrons revenir là-dessus. Parce que j'ai eu l'occasion dans mes deux périodes, en fonction à la DATAR, de travailler sur tout ce qui était planification, notamment avec Marc Papinutti, mais pas qu'avec Marc Papinutti. Sur les déterminants du choix de la mise à 4 voies, Monsieur le Président Malvy a très bien expliqué les considérations qui avaient conduit de très longue date à considérer que la desserte du bassin de Castres-Mazamet justifiait le recours à une 4 voies dans un souci d'équilibre, d'équilibre territorial et dans un contexte où il faut s'en souvenir, ce bassin, même si on parle beaucoup de la montée en puissance du groupe Fabre, qui a été très importante pour l'équilibre économique du territoire, avait souffert en parallèle d'un déclin industriel massif de l'industrie textile. Pour vous situer un peu les ordres de grandeur, la ville de Mazamet, qui avait plus de 17 000 habitants en 1970, en a 10 000 aujourd'hui, pour montrer combien de territoire a pu être marqué par cette conversion industrielle. Donc on est dans un cas très classique dans les choix de politique routière opérés dès les années 70, de construction, d'aménagement d'une route à 4 voies pour desservir un bassin d'emploi de plus de 100 000 habitants. Et donc, ce qui, à l'échelle de Midi-Pyrénées, était, comme l'a dit là aussi le président Malvy, un des principaux bassins d'emploi, hors la métropole de Toulouse, qui dominait déjà et qui devait plus encore d'ailleurs l'équilibre économique du territoire. Le seul glissement significatif, mais qui n'a pas changé, qui n'a pas conduit à changer l'approche entre les années 90 et le début des années 2000, était lié au fait que, dans le cadre du FIAT de 2003, nous avons travaillé dans la perspective d'une nouvelle vague de décentralisation des routes nationales, avec la volonté de concentrer ces routes nationales sur la desserte des pôles urbains majeurs et sur les grands itinéraires de liaison sur le territoire. Et dans le cadre des échanges interministériels que nous avons eus à l'époque, la stratégie sur Midi-Pyrénées de dessert des villes moyennes n'a pas changé par rapport à celle des années 1990. Donc, il avait été acté le principe, et c'est ce qui explique le classement de l'axe Toulouse-Castres en glatte. Je rappelle qu'il y avait 3 niveaux des autoroutes, pour l'essentiel concédées, mais pas toutes concédées. Quelques-unes ne l'ont pas été, sur le littoral dans Manche-Mer du Nord, dans la traversée du Massif central. Ce qu'on appelait les liaisons assurant la continuité du réseau autoroutier, les grandes liaisons d'aménagement du territoire. C'était les 3 catégories qui permettaient de distinguer le statut. Pendant 25 ans, l'aménagement de cette route est passé par les contrats de plan de 1984 jusqu'à la génération de 2006-2013, même s'il y avait un positionnement un peu particulier dans cette génération des investissements routiers. C'était la façon classique de faire dans un contexte général où sur longue période, il serait difficile à un observateur extérieur de déterminer de façon parfaitement rationnelle pourquoi l'État, dans certains cas, choisissait de concéder, pourquoi il choisissait de construire en finançant à 100%, pourquoi dans certains cas, il choisissait de construire avec des financements des collectivités locales, qui allaient, je le rappelle, de 50 à 72,5% dans le cadre des contrats de plan tels qu'ils étaient construits à l'époque. Les déviations urbaines étaient financées à 72,5% par les collectivités locales sur les routes nationales.
La rationalité n'est pas toujours évidente, hein. Si l'on prend l'A20 qu'a évoqué Monsieur le Président Malvi, et sa section nord dans la traversée de la région centre est concédée, dans la traversée du Limousin, elle est gratuite à partir de la sortie de Brive, dès qu'elle entre dans le Lot, elle est concédée. La 75 en revanche est gratuite de Clermont-Ferrand jusqu'à Béziers et jusqu'à Montpellier, c'est un prolongement. Il y a une route nationale. Et donc, il y a des choix politiques qui ont été décidés au niveau national qui expliquent très largement ces différences de traitement qui peuvent surprendre légitimement l'observateur extérieur de la constitution de nos réseaux routiers. Avec l'idée simple quand même qu'il faut avoir et un peu permanente que la mise en concession était en règle générale facteur d'accélération par rapport à la construction sous maîtrise d'ouvrage de l'État, avec du financement de l'État, ce qui explique, si on cherche une raison première des mises en concession, c'est l'accélération. Pendant très longtemps, le fonctionnement sur le régime d'adossement que Marc Pepinuti connaît bien mieux que moi, qui conduisait l'État à adosser à des concessions existantes des sections nouvelles, un régime qui a disparu sous la pression de la Commission européenne et des institutions européennes au profit d'appels d'offres et de concessions spécifiques à chaque nouvelle section, sauf petit bout, théorie des petits bouts, mais nous pourrons descendre si vous voulez dans le détail. Et je n'ai pas participé au processus de choix de la mise en concession qui a évoqué monsieur le ministre il y a un instant. J'étais à l'époque préfet de l'Indre, j'avais quitté la Datar début 2005 et je suis arrivé dans le Tarn en février 2007. Mais ce type de choix répondait à des logiques d'accélération, de dossiers qui avançaient trop lentement, dans des contextes où les contrats de plan étaient de façon très régulière sous-exécutés. Il y avait une année de plus, en général, au moins pour exécuter les contrats de plan que ce qui était prévu, voire 2 années. De la même façon que l'État a procédé pour mettre à 4 voies la route nationale 10 dans le département des Landes, par exemple, pour prendre un autre département où j'étais en poste, à procéder pour mettre à 4 voies, la route Centre-Europe Atlantique nationale 79 dans la traversée de l'Allier, non dans le département de Saône-et-Loire où j'étais en poste, et d'autres projets qui ne sont pas aboutis. D'ailleurs, il y a d'autres cas de ce type-là qui n'ont pas encore abouti, même si la décision de principe a été prise. Je me permets de saluer aussi M. Malvi et M. Sancy, avec lesquels j'ai eu le plaisir de travailler à diverses époques dans ma carrière. Nous aussi. Merci, Monsieur Philizot. Vous en avez terminé pour vos explications? Je Votre suis préliminaire? prêt à répondre à toute question complémentaire, évidemment. Merci. Peut-être pour terminer, donc Monsieur Marc Papinutti, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Merci. Je remercie cette audition qui me permet aussi de retrouver des visages connus et des échanges que j'ai pu avoir, notamment avec Martin Malvy et Monsieur le ministre Perben, et régulier avec François Philizot. Moi, je me suis occupé des routes, pour être très précis, à partir de 2007, juillet 2007, et jusqu'à 2010, en étant passé entre-temps du cabinet de Jean-Louis Borloo et de Dominique Bussereau à la direction des infrastructures de transport, mais j'ai suivi comme d'assez près aussi dans le domaine du fluvial et du ferroviaire tous les éléments qu'a cité François Philizot. Je voudrais dire 2 ou 3 choses simples sur cette période, c'est que on oublie, n'ont pas été cités le fait qu'il y avait, on a élaboré aussi un schéma national d'infrastructure de transport, le SNIT, et que dans l'ordre de l'élaboration du SNIT et à l'issue du Grenelle de l'environnement, notamment dans votre région, dans votre région, messieurs Sancy et Martin Malvy, il y avait eu l'abandon du contournement nord de Toulouse, qui avait fait l'objet d'un débat public, et donc un contexte assez différent, qui était là pour une traversée est-ouest forte. Et donc une pression pour rester au rayonnement qui a été cité par Martin Malvy. Alors, la décision a été bien citée par Monsieur le ministre Perben sur le fait de concéder. Je ne reviendrai pas sur ce point, sauf pour dire que effectivement, il y a un moment où, quand on est en train de négocier les PDMI, les CPER ou le nom qui convient, on voit bien qu'en budgétaire, sur un certain nombre de projets,
l'annonce qui peut être faite, c'est d'un délai très très long. D'où l'idée de la concession où l'usager et en fait le constructeur par de l'emprunt accélère dans un financement la construction des crédits budgétaires qui sont à chaque fois annuels. Je voudrais dire une deuxième chose, c'est qu'effectivement, ça a été l'occasion en 2009-2010 de faire un débat public qui a été assez large, voire très très large, où beaucoup de sujets ont été abordés, sujets qui sont revenus ensuite. Mais moi-même, dans ma longue vie, j'ai été à nouveau interpellé il y a encore peu de temps sur ce sujet. Pourquoi ne débattons pas de Toulouse-Castres? Or, je crois que le process, et vous le citez dans vos questions, pourquoi on met tant d'années entre la décision de concéder ou la décision d'un SIAD de décembre 2003 le SIAD de décembre 2003 que citait François Philizot, je regardais moi aussi pour préparer, il annonçait Toulouse-Castres en 2025. Donc on n'est pas extrêmement éloigné dans un document de planification ou de programmation des délais, mais c'était en passant en glatte et derrière, sous-jacent, ensuite, fin 2007, début 2007, tout début 2007, avant que je sois au cabinet, de la décision de concéder. Voilà ce que je peux dire en préalable. On reviendra peut-être à d'autres moments où je serai reconvoqué à d'autres moments plus proches, puisque c'est de 2010 à 2012 que j'ai exercé, de 2017 pardon, à 2019 que j'ai exercé avec Elisabeth Borne, puis ensuite à la DGITM, à la période de la concession de l'appel d'offres. Merci. Merci, monsieur. Merci pour vos interventions. Je vais peut-être donner la parole à madame la rapporteure avant de la céder peut-être à nos collègues présents à cette vidéo. Et j'aurai moi-même également quelques questions à vous poser. Madame la rapporteure. Oui, mais écoutez, merci, mais je pense que ça serait, puisque moi j'avais envoyé un questionnaire sur lequel évidemment pourra être complété et renvoyé avec les réponses de façon plus précise par écrit. J'aurais de façon générale une question concernant, en fait, parce que ça m'échappe dans les explications qui sont données, c'est pour quelle raison la liaison a-t-elle fait l'objet d'un classement? Peut-être que Monsieur Philizot et Monsieur Papinutti, qui semblent avoir des informations extrêmement précises puisqu'ils l'ont suivi techniquement, pourront me répondre. Et est-ce que ça correspondait précisément à des critères pour ce classement? Puisque, comme vous le disiez, Monsieur Philizot, vous disiez que vous n'aviez pas participé au processus du choix de la concession. Et donc, ma question, c'est qui a participé à ce processus de choix de la concession, puisque M. Malvy nous explique qu'au niveau de la région, ils auraient préféré une 2 fois 2 voies gratuites. Et donc, il y a bien quelqu'un qui a pris la décision, et cette décision, elle a bien été prise sur la base de critères qui permettent en effet que cette liaison fasse l'objet de ce classement. Donc, première question, qui a pris cette décision? Et puis ensuite, je pense que sur la base des réponses qui pourront être faites, il est important que les autres membres de la commission puissent eux-mêmes poser des questions. Et j'ai vainement, pendant tout le temps où vous avez parlé, essayé de retrouver ma caméra en vain. Voilà. Très bien, madame la rapporteure. Oui, peut-être un d'entre vous qui veut répondre à cette question, même si je pense malgré tout qu'il a été donné quand même réponse, mais Monsieur Perben, peut-être, allez-y. Oui, tout à l'heure, je l'ai indiqué. Au vu de la possibilité de programmation des crédits d'État, il nous est apparu, avec mes collaborateurs, il m'est apparu personnellement que si on voulait accélérer la mise en place d'une liaison routière confortable et économiquement efficace, le passage à la concession était une option possible. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé une double étude à la fois juridique et financière, qui effectivement a expliqué que cette mise en concession était possible au vu des critères habituels
que j'ai rappelé tout à l'heure. Voilà. Alors ensuite, le processus après 2007, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais la décision de principe a été prise lorsque j'étais ministre. Elle a été prise par moi. Mais je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Oui, oui, il me semblait aussi également que vous l'aviez clairement exprimé. Peut-être donner la parole à nos collègues qui souhaiteraient intervenir. Je vous demanderai peut-être de lever la main, j'allais dire, de manière... Monsieur le Président, si vous me permettez de Oui, bien sûr. prendre un mot donc pour Madame Arrigui, interrogée sur le classement, le processus de classement dans le cadre du SIAT de décembre 2003. Et il faut avoir en mémoire que ce comité interministériel avait pour objectif de refonder la politique des transports de l'État. Un des débats majeurs qui a été évoqué dans les propos introductifs était de savoir que si l'État conservait le contrôle des sociétés concessionnaires d'autoroutes, hein, pour l'avoir vécu de très près, j'ai des souvenirs extrêmement précis de ces discussions. Et donc, dans ce cadre-là, le gouvernement a décidé d'une part la création de l'Agence de financement des infrastructures de transport, la FIT, enfin, qui est toujours un des bras armés de l'État pour financer les infrastructures de transport, et a redéfini un certain nombre de priorités en matière d'infrastructures, qu'il s'agisse d'infrastructures routières, d'infrastructures ferroviaires, d'infrastructures fluviales ou de grands projets portuaires. Puisque si vous reportez au relevé de décision du SIAP, vous retrouverez l'ensemble des modes de transport. L'ambition du gouvernement étant de développer une approche intermodale et de rééquilibrer les flux d'investissement du routier vers le ferroviaire, via d'ailleurs la mobilisation des excédents des concessions autoroutières anciennes. Je parle des vieilles concessions autoroutières, les équilibres financiers sont complètement différents pour les nouvelles concessions hors adossement. Enfin, vous connaissez tout cela aussi bien que moi. Et dans ce cadre-là, alors même que le gouvernement préparait la loi liberté et responsabilité locale votée et promulguée en 2004, à la fin du printemps 2004, j'ai plus la date exacte au mois de juin, avec l'ouverture au transfert au département d'une partie du réseau routier national, il était nécessaire de conduire un nouvel exercice de calibrage du réseau de l'État et de répartir, compte tenu des logiques et des processus d'investissement, les routes entre les différentes catégories, hein, telles qu'elles existaient depuis déjà longtemps. Et c'est ce qui nous a conduit notamment à faire le choix en Midi-Pyrénées de conserver une desserte nationale vers les préfectures, comme le disait M. Malvi, et vers le bassin de Castres-Mazamet, qui était l'autre bassin important, équivalent à celui d'Albi, équivalent à celui de Tarbes, si je prends les bassins d'emploi comparables, par des routes nationales, avec, pour celles qui n'étaient pas terminées, mises à quatre voies, des choix traditionnels de financement via les contrats de plan. C'est comme ça qu'est réalisée la nationale 124 en direction d'Auch, elle n'est d'ailleurs pas terminée. Et ce qui explique ce choix explique l'horizon 2025, parce que nous avions calculé que compte tenu du rythme suivi sur les contrats de plan depuis 1984, si nous déroulions le processus de contrat de plan en contrat de plan, à l'horizon 2025, nous devrions avoir fini. Oui. Martin Malvi, vous m'entendez? Oui, Monsieur Malvi, vous pouvez y aller. Oui, nous avons toujours eu la conviction que c'était des choix dictés par des préoccupations budgétaires. Ça a toujours été le sentiment que nous avons eu pour les décisions entre les PDMI et les concessions. Ouais. Merci pour ces précisions. Oui, merci Monsieur Malvi. Peut-être en rebond sur ce que vous venez de dire déjà, peut-être deux observations et après je céderai la parole à Madame Hérodi, à Madame Vignon. Vous remercier d'avoir rappelé Monsieur Philizot l'importance du débat public qui a eu lieu, et qui a donné lieu à de très nombreuses réunions publiques et autres consultations. Merci d'avoir aussi rappelé que le souci premier, au fond, qui était celui des décideurs politiques de l'époque, c'est-à-dire vous, c'était évidemment d'apporter une voie sécurisée à ce bassin d'emploi Castres-Mazamet, avec un passé industriel, vous avez vu, sinistré, avec
les baisses de population. Vous avez rappelé effectivement qu'on est passé de 17 000 habitants à Mazamet à un peu plus de 10 000 aujourd'hui, donc de la nécessité de redonner de l'attractivité à ce bassin d'emploi, à sécuriser cette voie jusqu'à à la métropole toulousaine. Ah, d'ailleurs, ce que vous avez évoqué, Monsieur Malville, à l'instar de ce qui avait été fait pour les autres grandes villes de la région, hein, que ce soit Tarbes, Montauban ou en direction de l'Ariège, évidemment, avec des choix de concessions parfois, mais aussi également de mise à deux fois de voies, comme c'est le cas pour l'Aveyron. Bref, simplement pour peut-être venir une précision, Monsieur Malvy, si effectivement vous avez, et ça a été bien rappelé par Monsieur Perben, le choix à un moment donné qui est fait compte tenu bah, des difficultés entre PLMI et CPER, de voir aboutir le désenclavement de ce bassin d'emploi et de la nécessité de le désenclaver le plus rapidement possible, de ce choix d'opérer cette concession autoroutière qui est fait après une analyse juridique et financière, ça a été rappelé par Monsieur le ministre Perben. On a quand même, et je voudrais que ça puisse être dit, une consultation qui est faite et une demande de participation de la région au niveau financier, comme ça a été fait auprès notamment du département du Tarn, mais aussi également de la communauté d'agglomération Castres-Mazamet. Et donc, même si cette solution, elle n'était pas celle qui était envisagée au départ peut-être par la région, je ne voudrais pas qu'il soit dit peut-être à travers vos propos, mais je les ai bien compris, mais peut-être qu'il soit rappelé de manière plus concrète que la région était effectivement en faveur et qu'elle a voté les financements dans le cadre de sa participation financière à la réalisation de cette infrastructure autoroutière. J'aurais aimé peut-être avoir cette précision du côté de Monsieur Malvy, si vous en étiez d'accord. Mais à partir du moment où la région se rangeait au choix fait, ça n'était pas un choix à faire pour elle. Mais à partir du moment où elle se rangeait au choix fait, elle a apporté sa contribution, comme le département, l'agglo, les uns et les autres. C'était la règle sur les contrats de plan, que ce soit transféré ou non transféré. Donc la région a décidé, mais je peux vous envoyer, si vous ne les avez pas, la délibération de 2014 de la région et la contribution de la région au débat public. Je peux vous envoyer ces deux documents si vous n'en disposez pas. S'il vous plaît, Monsieur le ministre, merci. Madame Hérodi, pour une question. Oui, merci, Monsieur le Président. Une question à Monsieur Dominique Perben. Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Vous devenez ministre des Transports en 2005 et vous êtes alors en charge de l'étude du recours à la mise en concession autoroutière de la liaison Castres-Toulouse. Dans ce cadre, vous avez été amené à échanger sur ce dossier avec votre ancien collaborateur, Monsieur Éric Ducournau. Pour rappel, Monsieur Éric Ducournau était votre directeur adjoint de cabinet de 1990 à 1995 lorsque vous étiez maire de Champs-sur-Saône. En 2000, il intègre le groupe pharmaceutique Pierre Fabre, d'abord en tant que chef de cabinet du président Pierre Fabre, puis en tant que secrétaire général. À ce jour, il est actuellement directeur général du groupe. En tant qu'ancien collaborateur, vous a-t-il sollicité pour organiser un rendez-vous ministériel avec Monsieur Pierre Fabre? Avez-vous été amené à échanger sur le projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse? Si oui, quelle était la nature de vos échanges? Je vous remercie. Vous savez, un ministre, enfin c'est comme ça que je vois les choses, et Martin Malvy a des souvenirs, Marc Sancy aussi. Dans l'idée que je m'en fais, c'est quelqu'un qui doit dialoguer avec les gens qui ont des responsabilités et puis même d'une manière plus large avec celles et ceux qui le souhaitent. Il est évident que compte tenu de la place du groupe Fabre dans cette région du sud du Tarn, il est évident que M. Fabre, à l'époque, était très porteur de ce projet. Il faisait un peu le tour de tout le monde pour défendre la capacité de la région où il était installé, à laquelle il était extrêmement attaché, parce qu'il aurait pu faire comme beaucoup d'autres grands chefs d'industrie, c'est-à-dire s'installer dans une grande métropole
et puis délaisser sa région d'origine. Il était très attaché à Castres, à ce morceau de notre pays. Et donc, il faisait un peu le tour des popotes, comme on dit. Et effectivement, il est venu me voir pour m'en parler et je l'ai reçu comme je pense c'est un devoir pour un ministre en charge d'un dossier. Voilà. Comme j'en ai parlé avec Monsieur Malvy, avec les différents parlementaires de l'époque, avec le maire de Castres de ce moment-là, etc., etc. Il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Vous confirmez bien il a été, du coup, on va dire, un peu la pierre angulaire entre vous dans cette rencontre. Mais la pierre angulaire, je ne sais pas, il a participé au débat, comme il se doit pour un grand chef d'industrie qui se sent responsable de la région dont il est issu, qu'il aime, à laquelle il est attaché. Et voilà, c'est la vie normale. Et je pense que le devoir d'un ministre, c'est d'écouter les gens qui sont porteurs d'un message comme celui-là. Vous parlez du message de Pierre Fabre? Oui, Oui, moi je comme parle de votre ancien collaborateur. Est-ce que c'est lui mais non, qui mais a pendant... organisé en Non, fait ce non, rendez-vous mais moi... ministériel entre vous et Pierre Fabre? Ma question c'est Peut-être, celle-ci. Oh, Madame Hérodi, on a bien compris votre question. Je pense que Monsieur Perben a parfaitement répondu. Je pense que les choses sont Tout à fait. très précises. Je vais passer la parole à Madame Corinne Vignon. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, je vous remercie de bien vouloir, d'avoir accepté de participer à cette audition. Je suis députée de la 3e circonscription de Toulouse, ce qui veut dire que la partie Toulouse-Verfeil est dans ma circonscription, puisque Verfeil fait partie de la 3e circonscription. Donc, je suis vivement intéressée à entendre Monsieur Malvy, il a dit, et ça m'a particulièrement intéressée. Donc, la partie Verfeil a été faite Toulouse-Verfeil en 96, et vous nous disiez, à juste titre, je pense, que la liaison Verfeil-Castres à l'époque était dans la moyenne haute accidentogène. Et j'aimerais que vous précisiez ceci, c'est-à-dire, aviez-vous des relations, et je l'imagine, avec les maires, sans rentrer dans les détails d'accidents qu'il y aurait eu, est-ce qu'il y avait des points dangereux particuliers, puisque je comprends bien que l'A69 et le projet d'A69 permettaient un parcours nettement plus sécurisé. Donc, pourriez-vous essayer d'éclairer l'ensemble de la commission sur ces éléments? Je vous remercie. Non, le parcours était considéré statistiquement comme étant dans la phase haute des zones de parcours accidentogènes. C'était le cas pour d'autres itinéraires. Nous, notre objectif, je le rappelle, c'était il y a 7 chefs-lieux de département en dehors de Toulouse. Il y a 7 chefs-lieux de département et le bassin d'emploi de Castres-Mazamet. Pour ses caractéristiques particulières, notamment d'ailleurs Mazamet et le déclin de Mazamet, qui était en grande difficulté économique. Donc, c'était l'aménagement d'une manière générale. Les réunions, il n'en a pas manqué. Et des réunions qui n'étaient pas forcément des réunions dédiées au désenclavement. Mais il n'y avait pas, si mes souvenirs sont exacts, pas beaucoup de réunions sur des thèmes donnés, sur les dossiers économiques, sur les problèmes d'aménagement du territoire, sur les problèmes ferroviaires. Il n'y avait pas beaucoup de réunions sur lesquelles on ne parlait pas de désenclavement. Mais ça, c'était vrai, non seulement de Castres, mais d'Auch, de Rodez, de Foix. C'était le cas sur l'ensemble du territoire. Je le rappelle, ce qu'on voit peut-être mal parfois de Toulouse, ne le prenez pas mal, mais Toulouse est un peu c'est la dominante. C'est la dominante.
mais les villes périphériques, qui ne sont pas de très grandes villes, plus grande ville, c'est Tarbes, c'est 100 000 habitants, et les agglos de 110, 120 000, 130 000 habitants, à l'exception de Toulouse, sont rares en Midi-Pyrénées. Et partout, à l'époque, d'ailleurs, antérieurement, je le dis pour Marc Sancy, antérieurement, les régions n'avaient pratiquement pas de compétences en matière des transports. Elles sont arrivées progressivement. Et c'est la raison pour laquelle on s'est trouvé pris dans ce cercle avec la volonté de faciliter les communications ferroviaires, j'insiste sur ce point, puisque nous avons consacré 3 fois plus de crédits au ferroviaire qu'à la route. C'était vraiment développer des liaisons de proximité. On avait un parc autoroutier qui est daté d'une autre époque, qui était dans une situation... voilà les raisons pour lesquelles on s'est engagé, mais tout le monde en parlait. Ok. Mais par ailleurs, y avait-il pour vous des zones accidentogènes particulières sur la voie existante? Je crois que ça se situait entre Soire et Rodez, et Castres, en partie. Castres, ouais, en partie. Très bien. Mais Je vous remercie. je donne ça sous toute réserve parce que je n'ai pas la réponse. Hein. Je n'ai pas la réponse. Très bien. Merci. Peut-être, je vois la main levée de Madame Stenbach-Thérénoire. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, attendez, petit problème technique. C'est bon? Alors, pardon. Oui, alors 2 choses. Bon, d'ailleurs, d'abord, bon, merci à tous pour la tenue de cette audition. Je voulais juste rebondir sur la question du rôle de Pierre Fabre suite donc à la réponse de Monsieur le ministre Perben. Juste pour dire que bon, vous disiez que vous l'aviez reçu, rencontré comme voilà, on va dire tout chef d'entreprise investi, etc. Mais en l'occurrence, en 2006, la presse locale se faisait l'écho d'un déjeuner qui aurait été décisif. Je cite ici, donc c'était la dépêche du Midi qui disait: c'est au cours d'un déjeuner fin juillet avec le ministre des Transports Dominique Perben et Jacques Barrot, commissaire européen au transport, que Pierre Fabre a obtenu l'accord de l'État pour un recours à une concession afin d'aménager en 2 fois 2 voies la liaison Verfeil-Castres, etc. Donc, ce qui tendrait à lui donner en tout cas un rôle plus important que celui dont vous parliez à l'instant. Donc voilà, je voulais juste avoir quelques détails, s'il vous plaît, sur le contenu de ce déjeuner. Du coup, ma question suivante portait sur la question d'une alternative ferroviaire. Monsieur Malvy, vous l'avez vaguement évoqué tout à l'heure. Moi, je voulais savoir si à un moment ou à un autre, cette question a été étudiée, pensée et étudiée sérieusement. Vous disiez, Monsieur Malvy, tout à l'heure, vous repreniez plus ou moins les propos de Madame Delga, qui dit aujourd'hui que donc il n'y a pas d'alternative possible à ce projet. Or, en l'occurrence, il y a une étude très sérieuse qui montre qu'en termes d'alternative ferroviaire, il n'y aurait pas besoin, par exemple, de doubler l'intégralité des voies, mais seulement de doubler sur certains points stratégiques pour que les trains puissent se croiser, et que donc, en l'occurrence, une alternative ferroviaire bien moins coûteuse que celle qui est présentée par Madame Delga était largement possible. Donc voilà, ma question est la suivante: est-ce qu'il y a eu une étude sérieuse de cette possibilité à un moment ou à un autre, ça s'adresse du coup un peu à tout le monde, au moment où vous étiez donc aux décisions les uns et les autres, y a-t-il eu une étude sur la question d'une alternative ferroviaire? Je vous remercie. Alors, moi, je ne sais pas s'il y a eu des études sérieuses, mais il y a eu des études, pour le moins, des estimations à la louche, qui n'étaient pas des estimations précises. Non, mais on n'a pas besoin d'estimations précises à partir du moment où l'estimation, c'est de l'ordre du milliard 100 ou du milliard 500. C'est ça, le coût. J'entends des appréciations sur le coût des dépenses d'aménagement du fer qui sont totalement déconnectées par rapport à la réalité. L'électrification d'une ligne, c'est 1 million du kilomètre. Je pense que vraiment, il faut en venir aux choses sérieuses et telles qu'elles sont. Je dis, nous avons investi
1,2 milliard ou 300 millions d'euros. Et l'hypothèse voie unique, moi j'ai appris à l'époque, je l'ignorais. L'hypothèse on laisse des voies uniques est une hypothèse qui ne tient pas la route. Pour une bonne raison, c'est que des trains, ça ne se dépasse pas. Donc on peut améliorer, c'est ce que nous avons fait, on peut améliorer les dessertes, on peut doubler des voies. Nous l'avons fait par exemple sur Toulouse-Castres en doublant les passages à Saint-Sulpice. On les a doublés, on l'a fait. Mais il n'en reste pas moins que les trains se suivent les uns les autres et que si on améliore en voie unique, on ne gagne pas de temps. On n'a pas gagné de temps. Sur Rodez-Figeac, qui est une partie importante du quart nord-est de la région avec Albi et Castres, de faire des trains à moins de 2 heures, symboliquement même, 1h59, on est resté à 2h20 avec des circulations de l'ordre de 60 km à l'heure. Et sur Castres, sauf à doubler la voie, il n'y avait pas de solution. On est quand même amené, lorsqu'on exerce quelques responsabilités, à penser à l'usage des fonds publics et à la meilleure performance de l'usage de ces fonds. Et là, faire une ligne nouvelle et électrifiée, car s'il s'agirait bien de faire une ligne nouvelle, ça n'est pas sérieux, Madame Delga a eu raison de le dire. Sur la question précédente qui m'a été posée, moi je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que j'ai dit à Madame Hérodi tout à l'heure. Ce que dit la dépêche du Midi, je n'en suis pas responsable. Et il faut bien comprendre, je pense que vous l'avez ressenti en écoutant les uns et les autres tout à l'heure, Madame la députée, il y avait un consensus sur la nécessité d'améliorer cette voie routière. Alors ensuite, il y avait un choix à faire entre crédit public et concession, avec participation des collectivités locales. C'est ce choix que j'ai fait. Mais la décision d'améliorer, le souhait d'améliorer la liaison routière et de le faire le plus vite possible, c'était quelque chose de très consensuel. Et je me souviens, chaque fois que j'avais des contacts avec les élus de Midi-Pyrénées, avec le président qui est ici même, etc., c'était vraiment une exigence forte. Alors ensuite, chacun a pu apporter sa pierre à essayer de convaincre les uns et les autres, et puis peut-être de pouvoir l'envie de faire dire que c'était grâce à lui mais bon, restons-en là. C'est vraiment un projet qui était très largement porté par l'ensemble des élus, quels que soient leurs engagements politiques d'ailleurs. C'était vraiment quelque chose qu'on a fait, comme beaucoup d'autres choses. Je me souviens avec le président Malvy en matière ferroviaire, de TGV, etc. On avait travaillé beaucoup ensemble et voilà. Et ça, c'était un projet qui était souhaité très très largement par les uns et les autres. Merci, monsieur Perben. Je souscris totalement à ce que vous venez d'indiquer. Je crois qu'effectivement, il y a des moments décisifs parfois qui sont nécessaires. Vous avez parlé de votre choix qui, me semble-t-il, répondait à une nécessité et pas seulement de cette entreprise tarnaise. Mais je crois qu'on a eu dans le cadre du débat à l'Assemblée nationale une communication qui a été faite de la part de la Chambre d'industrie, de la Chambre de commerce et d'industrie du Tarn, qui évoque une pétition signée par plus de 200 entrepreneurs tarnais au soutien du désenclavement de ce territoire. C'est effectivement des élus et de tous bords politiques. On ne peut pas accuser, par exemple, monsieur Malvy d'accointance avec monsieur Bugis, par exemple, au niveau politique. Donc, on voit bien que ce choix, il s'est fait évidemment avec un consensus autour de la nécessité de désenclaver cette partie du territoire. Je me rappelle de moments décisifs aussi également avec peut-être ma collègue Corinne Vignon qui s'en souvient quand en 2018 nous passons le bureau de Madame Elisabeth Borne, alors ministre des Transports, pour la convaincre de venir
signer cette déclaration d'utilité publique tant attendue et d'inscrire le financement de l'autoroute dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités. Chacun apporte sa petite pierre, effectivement, à l'édifice. Il ne faut pas, je pense, donner voilà, plus d'importance que cela aux actions qui sont celles des uns et des autres et qui sont guidées par l'intérêt général ou au moins la recherche du consensus autour du désenclavement d'un territoire. Je Je voudrais, si vous me voudrais... permettez, Oui, bien sûr. si vous me permettez, je voudrais corriger ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que je viens de regarder mes notes. Nous n'avons pas doublé les tunnels sur la voie Saint-Sulpice. Le coût pour doubler les tunnels, c'était 100 millions d'euros. Donc, nous n'avons pas doublé les tunnels. On a amélioré les voies, mais on n'a pas doublé les tunnels. Merci pour cette précision, Monsieur Malvy. Je vois que Madame la rapporteure demande la parole à nouveau. Je la lui cède. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, par rapport aux questions qui viennent d'être posées, pour clore peut-être sur cette question, Monsieur Perben, avez-vous, avant de prendre la décision de la concession autoroutière en lieu et place de l'élargissement de la nationale 126, aviez-vous fait une étude financière concernant cet élargissement de la nationale 126, étant observé, et je tiens à le dire, que ceux qui s'opposent aujourd'hui à l'autoroute ne s'opposent pas à l'aménagement de la nationale 126, pour bien reclarifier les choses. Donc, est-ce qu'à l'époque, pour enrichir votre décision, ou en tout cas documenter votre décision de recours à la concession, vous aviez fait une étude financière? Et si oui, à qui a-t-elle été communiquée? Et deuxième question, c'est avez-vous à l'époque fait une étude pour l'aménagement de la voie ferrée, étant observé que entre le 1 million par kilomètre, qui sont des chiffres d'aujourd'hui, et les chiffres de l'époque, il y a certainement une légère différence, et étant observé également que pour que des trains puissent se croiser, puisqu'ils ne se doublent pas, il n'est pas forcément nécessaire que l'ensemble de la voie soit doublé sur tout son parcours. Donc, est-ce que vous avez fait ces études et qu'est-ce qu'elles ont conclu à l'époque pour que finalement vous ayez recours au contrat de concession? À l'époque, si vous voulez, bon, ça remonte quand même à presque 20 ans. Hein. Moi, j'ai pas de documents par devers moi. Et j'ai, conformément à la règle, laissé toute la documentation de mon cabinet aux archives du ministère, où vous pouvez les consulter, j'imagine. Moi, je n'ai gardé aucun document de cette période, donc je ne peux pas les consulter. Le souvenir que j'ai, c'est qu'on a fait une étude comparative à l'époque, me semble-t-il. On a fait l'étude nécessaire pour passer en concession, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fois juridique et financière. Voilà ce qui a été fait. Je n'ai pas le souvenir, mais encore une fois, je peux me tromper. Après 20 ans, je n'ai pas souvenir qu'on ait mis en balance à l'époque une opération routière par rapport à une opération ferroviaire. Sans rentrer d'ailleurs dans un débat qui serait très long, je ne suis pas sûr que, compte tenu de ce qui était souhaité à l'époque, l'hypothèse ferroviaire aurait correspondu à ce qui était demandé par les uns et par les autres, aussi bien en termes de liaison de voyageurs que de liaison marchandises. Voilà ma réponse. Sur le ferroviaire, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une étude comparative de fait, mais les chiffres qu'évoquait le président Malvy tout à l'heure, si l'étude avait été faite à ce moment-là, je pense qu'elle aurait conclu à privilégier la liaison routière. Je vous remercie. Est-ce que d'autres ont un souvenir d'études qui auraient été réalisées? Si je pose cette question, c'est parce que il faut quand même avoir en tête que l'étude financière de l'élargissement de la de la RN 126 a été commandée et réalisée par des collectivités qui sont aujourd'hui impactées par le contrat de concession et qui, sur leur denier, ont commandé cette étude. Donc, c'est pour ça que je suis intéressée par la communication, si ça allait exister,
d'une étude financière en préalable de la décision de contrat de concession, que ce soit pour la RN 126 comme pour le ferroviaire. Donc, est-ce que d'autres ont ce souvenir? Madame la rapporteure, Monsieur le Président, François Philizot, quelques éléments, si vous voulez, en complément de ce qu'a dit Monsieur le Président Malvy sur ce sujet, parce que j'ai eu l'occasion avec son vice-président de l'époque, Monsieur Marzani, de lancer les campagnes d'information, concertation sur la mise en œuvre du plan Rail qui avait été pour l'essentiel financé par la région Midi-Pyrénées, qui était le premier plan de ce type en France. Il faut l'avoir en tête. C'est la première fois depuis avant 1914 sans doute qu'on lançait un plan aussi ambitieux de régénération de lignes ferroviaires dites en vocabulaire de l'Union internationale des chemins de fer 7 à 9 ou de lignes de desserte fine du territoire. Je l'ai dit en rendant hommage d'ailleurs à l'action de la région Midi-Pyrénées. Je crois que le taux de financement par la région était de 70%. Dans les études qui ont été faites, comme l'a dit Monsieur Malvy, avaient été intégrés certains éléments d'augmentation de capacité dans l'hypothèse d'une seconde phase, et notamment le doublement des tunnels qu'il y a entre Saint-Sulpice et Toulouse, parce qu'il y a des tunnels qui font boulot d'étranglement. C'était des hypothèses de travail dans une deuxième phase de travail. La première urgence étant de sauver les lignes, celle de Rodez comme celle de Castres d'ailleurs, Rodez qui passe par Albi, qui était comme à peu près l'ensemble du réseau secondaire dans un état très médiocre. Depuis, la situation s'est légèrement dressée et grâce à une augmentation d'efforts d'investissement. Donc c'est l'hypothèse qui avait été posée sur la table. On sauve les lignes pour pouvoir continuer à faire circuler les trains et on regarde ce qui pourrait être fait sur la section la plus chargée entre Toulouse et Saint-Sulpice, parce qu'il n'y a pas à Saint-Sulpice, il y a la bifurcation vers Albi-Rodez vers le nord et vers Castres, à Lavore et Castres vers l'est jusqu'à Mazamet. Et donc, on assure le maintien de l'offre TER. C'était au moment du transfert des transports régionaux aux régions. Tout ça s'est fait dans le même mouvement. Et depuis lors, on a déroulé tout le plan de modernisation, de régénération du réseau et un peu de modernisation et de mémoire, quelques évitements. C'est-à-dire des zones de croisement de train en gare qui ont été réalisées. Je pense que sur Rodez, j'ai le souvenir qu'on a réaménagé la gare de Notel notamment. Si vous connaissez un peu la géographie locale, c'est dans l'Aveyron, c'est pas dans le Tarn. Mais jamais l'hypothèse de remplacer la route par le fer n'a été envisagée par qui que ce soit, pour tout dire à l'époque, jamais. Et d'ailleurs, si vous raisonnez en termes de volume de transport France entière, le fer ne se substitue jamais totalement à la route. Je rappelle que la part de marché du fer et de la route est de l'ordre de 80% en général. Elle est encore plus forte dans les zones rurales. Il faut avoir un certain nombre d'ordres de grandeur de cycle en tête, ce qui ne veut absolument pas dire que le fer ne soit pas utile. J'ai rendu à Madame Borne il y a quelques années un rapport sur le réseau des lignes de desserte fine du territoire qui a débuté sur un plan d'investissement très important en région Midi-Pyrénées et Occitanie aujourd'hui. Les deux sont complémentaires. C'est une vision extrêmement simplificatrice que d'opposer le fer à la route quand on est sur des territoires comme celui-là où il s'agit de raccorder des villes moyennes à une métropole. C'est extrêmement simplificateur. Il faut les deux, en fait. Il faut des aménagements routiers. Après, on choisit de concéder, on choisit de pas concéder. C'est un choix de financement, en fait, qui paye la fiscalité ou l'usager avec de la fiscalité, puisque les autoroutes concédées de ce type, c'est un équilibre entre un financement par la concession et un complément de financement en subvention. Les termes du débat se posent de cette façon-ci. Après, on pourrait discuter à l'envi du coût de la modernisation de la ligne. Il faut avoir en tête, là aussi, sans descendre dans le détail technique, des quelques évitements entre Castres et Saint-Sulpice n'accroîtraient pas de façon très sensible la capacité ferroviaire. Je vous renvoie à la capacité, si vous voulez aller regarder un choix qui a été fait récemment, relativement restreinte, qui est entre La Rochelle et La Roche-sur-Yon, où d'accord partie l'État et les collectivités locales ont sauvegardé la ligne en la passant à voie unique. Bon, on sait que ça crée une contrainte. On a gardé la plateforme pour une deuxième voie éventuelle un jour, mais c'est pour une deuxième voie éventuelle un jour. Même en modernisant la signalisation, mais je ne veux pas lancer un débat trop technique. Mais je vous remercie pour de m'avoir répondu par rapport à la vision simplificatrice.
Étant moi-même rapporteur du rapport spécial transport à l'Assemblée nationale, à la Commission des finances, j'ai une vision, je pense, assez large et assez globale de la question des mobilités. Et ma question, c'était de savoir s'il y avait une étude concernant évidemment la voie ferrée, mais également une étude concernant l'élargissement de la RN 126, puisque, comme je le précisais, si effectivement c'est un choix politique à un moment donné qui a été fait, on l'a bien compris, d'opter pour le contrat de concession, j'imagine toutefois que ce choix politique a été basé sur des études qui permettaient d'exercer de façon parfaitement documentée ce choix politique. Études pour la voie ferrée et études pour l'élargissement de la RN 126. Telle était ma question, mais manifestement, il faudra que je m'adresse certainement au ministère des Transports. Je vous Non, mais remercie. je pense que M. Perben avait répondu, chers collègues. La seule obligation qui découlait du choix qui avait été fait de passer en concession, c'était de faire cette étude comparative sur les aspects juridiques et financiers de la mise en concession et pas d'autre obligation légale à ce titre. Me semble-t-il, je crois que ça a été très bien explicité par M. le ministre Perben. M. Philizot, merci d'avoir rappelé que, évidemment, qu'on ne peut pas opposer le ferroviaire aux routiers qui sont évidemment complémentaires. Je me permettrai de rappeler, mais chacun sait évidemment localiser la desserte ferroviaire entre Toulouse, Saint-Sulpice et puis Castres. Et bien évidemment que cette liaison routière, elle passe par des communes comme Morez-Copon, Cuc-Toulza, puis Laurent, Soile-Saïs et bien d'autres communes de ce territoire qui aujourd'hui, évidemment, ne bénéficient pas de cet aménagement ferroviaire. Donc on voit bien que c'est en complémentarité. On est sur des territoires qui sont ruraux, qui ont besoin d'être desservis évidemment par le train, mais aussi également par la voie routière et une voie routière sécurisée. Et c'est le choix qui avait été fait. Merci, Monsieur Philizot, de cette précision. Vous, Je vois d'autres collègues. Pardon, Monsieur Philizot, vous vouliez rajouter quelque chose? en termes de procédure interne, Marc Papinetti le dirait mieux que moi, à l'État, le choix de 1994 d'aménagement à Cadoix reposait déjà sur des études d'itinéraire. Donc, il y avait eu il y a des études de trafic, des études qui portent sur les coûts et sur l'aménagement global. Ce ne sont pas des études de projet, des études fines, mais les évaluations financières et l'intérêt socio-économique avaient déjà été évalués au moment en 1994, quand a été décidé le principe d'aménagement à Cadoix. Donc, tout ça est une histoire qui s'inscrit dans le temps long. Il faut l'avoir en tête. Ensuite, il y a des études de projet. Moi, j'ai suivi, quand j'étais préfet d'État du Tarn, des études sur l'aménagement de la sortie de Castres qui devaient contribuer, en fonction de l'aboutissement du projet de concession, à la réalisation de l'infrastructure telle qu'elle se verra le jour. Hein. Peut-être, sans doute, il n'appartient pas de décider. Hein, ce sont des choix gouvernementaux. Donc, il y a un processus d'études qui s'inscrit dans un temps très long sur un projet de ce type-là. Oui, si vous permettez, je voudrais Monsieur quand Malvier, même, oui, je voudrais revenir sur cette dualité entre le rail et la route. Jamais personne n'a imaginé de consacrer un itinéraire au rail exclusif ou à la route exclusive. Bien évidemment, ça ne répond pas du tout aux mêmes objectifs. D'ailleurs, bon, les études sur une solution alternative, il y en a eu, il y a eu une étude, et elle a été d'ailleurs cofinancée par la région. Et pour ce qui est de l'aménagement de la 126, c'était une obligation dans le cadre du dossier d'enquête publique, mais je crois que Mme Marie connaît assez bien le territoire. Doubler la 126 sur le plan environnemental, c'était au moins aussi délicat et difficile que l'opération qui se déroule actuellement. Pas reporter d'un lieu sur un autre les difficultés, les problèmes environnementaux en doublant la 126 auraient été évidemment excessivement lourds. Quant au prix, non, quand j'ai parlé d'1 million du kilomètre tout à l'heure, ça c'est l'estimation qu'on avait à peu près à l'époque, si mes souvenirs sont bons, en 2007. Aujourd'hui, on est sans doute, à vérifier, plus près de 5 millions du kilomètre que du million. Donc, les aménagements ferroviaires, c'est extrêmement, excessivement lourd.
précise une chose, aujourd'hui, on a 22 trains par jour. Enfin, la région, moi je ne suis plus loin. La région a 22 trains par jour, peut-être 23, je ne sais pas s'il n'y en a pas été rajouté un depuis que j'y étais. 11 dans chaque sens. Il y a une bonne desserte ferroviaire. Elle met 1 heure. Elle met 1 heure. Voie refaite, elle mettrait 45 minutes, 50 minutes. Le problème, il est d'avoir une voie sécurisée qui fonctionne bien et que les voyageurs ils soient surtout confortablement transportés. Mais notre problème aujourd'hui, c'est la route beaucoup plus que le fer. Madame Hérodi, je crois que vous avez levé la main aussi également. Oui, merci. On n'a pas de réponse sur une étude comparative entre l'hypothèse autoroute concédée et la décision initiale d'assurer la liaison 2 fois 2 voies sur l'ensemble de l'itinéraire. Et par ailleurs, pour rebondir sur ce qui a été dit, sur doubler la 126 ou la 69, c'est à peu près pareil côté environnemental. Quand on connaît le Tarn, sur la voie Castres-Toulouse, où il y a 15 000 voitures jour, l'autoroute, on parle de 7 000 voitures jour. Donc, sur la liaison Castres-Albi, 15 000 voitures jour, le département a juste fait des voies de dépassement pour sécuriser le trajet et pour accélérer la circulation, et ça fonctionne très bien. Donc, pourquoi, de l'autre côté, ça ne pourrait pas fonctionner, en fait? Je voudrais, Monsieur le Président, je vous entends plus. Monsieur Perben, merci. Allez-y. Oui, je ne peux pas laisser dire qu'il n'y avait aucune étude comparative entre la mise en concession et l'élargissement de la 126. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que moi, je n'en disposais pas aujourd'hui. Bon, je pense que les archives du ministère peuvent vous permettre d'avoir la réponse précise. Mais tout à l'heure, le préfet a dit les choses de manière tout à fait claire. Il est évident qu'à partir du moment où cette liaison routière, l'élargissement de Toulouse-Castres était envisagé dans les différents projets de plan État-région. Nous disposions, l'administration disposait d'estimations qui n'étaient peut-être pas complètement affinées comme lorsqu'on est au niveau du projet de réalisation, mais il y avait des enveloppes financières qui avaient été estimées. Et donc, on connaissait les enveloppes. Et d'ailleurs, pour faire l'étude sur la faisabilité de la concession, il fallait bien disposer aussi des coûts au kilomètre. Et donc, évidemment qu'il y a si on veut aller les rechercher, on devrait pouvoir trouver assez facilement au ministère les documents dont on pouvait disposer à l'époque lorsqu'on discutait entre l'État et les régions des contrats de plan. On avait des estimations financières sur les projets routiers avant de les classer, avant de retenir certains et pas d'autres, etc. C'était des enveloppes qui n'étaient pas complètement affinées, mais qui permettaient quand même d'avoir une idée de la dimension financière de ces projets. Voilà ce que je voulais ajouter, parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui la décision a été prise alors qu'on n'avait pas d'estimation sur l'élargissement de la 126. C'est inexact. Oui, je voulais juste confirmer, la marque Papinuti, que dans les archives, probablement que ce qu'on appelle une APSI, un avant-projet sommaire d'itinéraire, avait dû être fait dès les années 1994 ou 95. Donc, on a ces éléments qui doivent pouvoir être retrouvés avec des coûts qui sont affichés. Je parle de la route, hein, pour les aménagements de la route. Mais nous ne doutons pas que ces éléments existent. Oui, mais on ne les a peut-être pas en accès direct aujourd'hui, hein. J'entends bien. Très bien. Madame la rapporteure, est-ce que vous avez... Écoutez, je pense qu'on a quand même fait pas mal le tour de la question et du sujet. Je vous remercie en tout cas de vous être prêté à l'exercice mémoriel quasiment de ce dossier, dont un des éléments qui frappe également, c'est le temps long dans lequel il s'est inscrit et qui explique certainement aussi, puisque nous sommes aujourd'hui en 2023, avec une connaissance de conséquences de la question de mobilité carbonée sur
dérèglement climatique, qu'en effet, toutes ces infrastructures qui s'inscrivent dans un temps très long et trop long conduisent aujourd'hui à être réinterrogées, évidemment, par nos concitoyens, et c'est bien normal. Donc, en tout cas, merci beaucoup à vous toutes et tous de vous être prêtés à cet exercice. Et puis, comme certains d'entre vous ont pu le dire, vous serez potentiellement conduits à être de nouveau auditionnés dans le cadre de cette commission d'enquête au regard de toute la compétence et l'expérience que vous avez sur ce dossier. Mais quand il s'agira d'expertiser d'autres volets relatifs aux conditions juridiques et financières de ce contrat de concession, étant observé que en réalité, quand on s'attache à la question juridique et financière, on s'attache à l'examen et de l'ensemble des problématiques liées à ce dossier de la 69. Voilà, donc merci encore à vous, et puis peut-être que si d'autres doivent intervenir, avant que je ne puisse auprès des membres de la commission, peut-être faire une proposition, mais une fois qu'on aura clos, évidemment, ces auditions. Je vous remercie. Monsieur le Président, Madame le rapporteur. Vous donnerez la parole, Madame Arigui. Je pense que si vous allez consulter le dossier du débat public, l'étude y figure. Je pense qu'il est dans le dossier du débat public, et celui-là, il va y avoir moyen de se le procurer facilement. Il est totalement archivé dans nos archives de la CNDP. Oui, c'est ça. Oui, mais merci Monsieur Malvy, mais effectivement, vous savez, pour accéder à certaines informations, y compris les annexes du contrat de concession, eh bien, je suis députée et au titre de l'article 57 de la LOF est demandé à l'accès de ces annexes, et m'a été opposé le secret des affaires, figurez-vous. Alors même que le secret des affaires ne peut pas être opposé dans le cadre de l'article 57 de la loi organique des finances publiques dans notre rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Donc, tout existe, je suis d'accord avec vous, mais encore faut-il l'exhumer ou y avoir accès, et nous ne manquerons pas, dans le cas de la commission d'enquête, d'y mettre de la persévérance. Oui, nul doute que dans le cadre de notre commission d'enquête, nous réussirons à nous procurer ces documents du dossier public qui, eux, pour le coup, ne sont pas soumis au secret des affaires. Nous pourrons y avoir accès. Je voulais, moi, à mon tour, également vous remercier. Remercier, évidemment, d'avoir fait appel à vos souvenirs sur ce chantier de l'autoroute A69. Vous remercier parce que ça nous permet, à nous, décideurs politiques, de se souvenir que parfois on fait des choix qui ne sont pas évidemment ceux que l'on voudrait au moins au départ, mais qui, compte tenu des impératifs d'intérêt général, nous font prendre des décisions comme ça a été le cas, et qui aboutissent aujourd'hui. Et je pense que chacun d'entre vous est aujourd'hui satisfait. Je pense que ça découle des éléments que vous avez pu indiquer, que, eh bien, on puisse avoir un désenclavement de ce sud du Tarn à l'horizon fin 2025. Et je crois qu'en l'occurrence, c'est bien ça l'essentiel pour les habitants de ce territoire. Donc merci vraiment à vous pour la qualité de vos interventions. Je me permets aux membres de la commission d'apporter un élément complémentaire sur nos prochaines auditions qui se dérouleront le jeudi 7 mars au matin avec l'ancien et l'actuel maire de Castres et l'ancien président du conseil départemental du Tarn. On m'indique que la convocation vous sera envoyée cette semaine. Donc, je vous remercie encore une nouvelle fois à toutes et tous de votre présence et de votre participation. Et je lève notre réunion. Merci. Si les membres de la commission pouvaient rester, s'il vous plaît, pour qu'on puisse évoquer